Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un argument contre la conception mécanique du vivant. Comme vous le savez, la conception mécanique du vivant a été développée par le philosophe René Descartes, et comme nous l'avons vu en cours, celle-ci est étroitement liée à une position métaphysique particulière qu'on appelle le dualisme, position selon laquelle l'esprit et le corps seraient deux réalités complètement irréductibles l'une à l'autre. Grosso modo, selon le dualisme, ce qui relève du corps ne relève vraiment que du corps, et ce qui relève de l'esprit ne relève vraiment que de l'esprit. À première vue, le dualisme semble être motivé plutôt par des positions religieuses. Si vous croyez par exemple que votre âme se séparera de votre corps quand vous mourrez, alors vous êtes en quelque sorte dualiste. Mais chez Descartes, le dualisme semble plutôt lié à une position épistémologique bien précise et tout à fait novatrice. C'est l'idée que tout ce qui a une existence physique est explicable par les lois de la physique. Et puisque les lois de la physique réduisent les interactions physiques à des mécanismes, c'est pourquoi on parle de mécanique newtonienne ou de mécanique quantique, cela signifie que tout ce qui a une existence physique est réductible à une sorte de mécanisme, en fin de compte. Or, s'il y a bien quelque chose dont nous sommes sûrs qu'il a une existence physique, c'est bien notre corps et tous les corps que nous pouvons voir ou toucher. Mais que signifie avoir une existence physique? Cela signifie, selon Descartes, avoir une étendue. Ce qu'il y a de commun entre le chausson de Cendrillon, l'océan Pacifique et une ligne droite est que ce sont des choses qui ont une étendue. Autrement dit, elles occupent un espace et sont donc divisibles. Et qu'une chose ait une étendue constitue selon Descartes une condition suffisante pour qu'elle soit explicable ou descriptible de manière mécanique. C'est-à-dire par exemple comme un ensemble de coordonnées dans l'espace ou comme un ensemble d'interactions quantifiables. Or, l'esprit, ou l'âme selon Descartes, ne sont pas mécanisables en ce sens, en tout cas il nous est impossible d'en expliquer le fonctionnement en ayant recours aux lois de la physique et aux mathématiques. L'esprit constitue donc pour lui une réalité à part du monde physique. Mais comment, à partir d'une position dualiste, en arrive-t-on à dire que les canards sont des machines? C'est très simple. Tous les êtres vivants ont une étendue car ils sont constitués de parties de matière divisibles. Or, on a vu que tout ce qui a une étendue est réductible à un mécanisme, donc les êtres vivants sont réductibles à un mécanisme. Et c'est cela qu'on appelle la conception mécanique du vivant ou la thèse de l'animal-machine. Du point de vue de cette conception du vivant, il n'y a pas vraiment de différence entre un vélo et un chameau, à part que le chameau est constitué de parties plus complexes et obéit à un mécanisme plus sophistiqué. Selon Descartes, bien sûr, notre corps est réductible à un mécanisme de ce genre. Cependant, il y a une différence majeure entre les êtres humains et les autres animaux. Nous avons un esprit, une âme, eux, ils ne sont que machines. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour exposer l'argument par lequel Descartes justifie cela, vous le connaissez déjà et je vous renvoie ici à la lettre au marquis de Newcastle de 1646 sur laquelle nous avons travaillé. Gardons juste à l'esprit que selon Descartes, l'âme, l'esprit, la pensée constituent un mystère que la science ne peut résoudre. En revanche, le vivant, la génération, le mouvement, la respiration, etc. constituent un mystère que la science a résolu par la mécanique. Demander pourquoi les grenouilles coassent, ce n'est pas très différent d'un point de vue épistémologique de demander pourquoi le moteur d'une voiture ronronne. La réponse est mécanique. D'un point de vue métaphysique, cela signifie que les êtres vivants dans leur nature ne sont que matière. Ils ne sont qu'un assemblage de parties de matière inerte qui, interagissant les unes avec les autres comme dans une machine, produisent du mouvement. Voilà pour résumer en quoi consiste la thèse de l'animal-machine ou la conception mécanique du vivant de Descartes. Et c'est maintenant cette conception mécanique du vivant que nous allons critiquer en nous basant sur un argument que j'ai décidé d'appeler l'argument de la spécificité des machines de la nature. Cet argument, nous le devons au philosophe Leibniz, qui était également un très grand scientifique. Comme Descartes, Leibniz était un dualiste et il avait beaucoup d'admiration d'ailleurs pour Descartes, et dans une certaine mesure, il était aussi d'accord que l'analogie vivant-machine était assez convaincante. Dans son petit ouvrage La monadologie, Leibniz ne nie pas complètement que les êtres vivants soient des machines. Cependant, il précise que ce ne sont pas des machines comme les autres, et donc que l'analogie qu'on fait entre l'organisme vivant et la machine doit être prise avec des pincettes. Leibniz est donc un partisan modéré de la conception mécanique du vivant. Vous allez tout de suite vous demander, mais comment peut-il faire une objection à une thèse qu'il accepte déjà partiellement? C'est ce que nous allons voir. Voici l'argument en question de Leibniz que l'on trouve au paragraphe 64 de la monadologie. Ainsi, chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine ou d'un automate naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. Parce qu'une machine, faite par l'art de l'homme, n'est pas machine dans chacune de ses parties,
Par exemple, la dent d'une roue de laiton a des parties ou fragments qui ne nous sont plus quelque chose d'artificiel et n'ont plus rien qui marque de la machine par rapport à l'usage où la roue est toi destinée. Mais les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, sont encore des machines dans leurs moindres parties jusqu'à l'infini. C'est ce qui fait la différence entre la nature et l'art, c'est-à-dire entre l'art divin et le nôtre. On pourrait résumer l'argument de Leibniz de la manière suivante. Toutes les parties d'une machine artificielle, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, ne sont pas elles-mêmes des machines. En revanche, toutes les parties d'une machine naturelle, c'est-à-dire un organisme vivant, sont elles-mêmes d'autres machines plus petites. À première vue, il semble en effet qu'une machine fabriquée par l'homme est toujours décomposable en éléments matériels inertes qui ne sont pas eux-mêmes des machines. Si l'on démontait une bicyclette, par exemple, on finirait au bout d'un moment par tomber sur des matériaux complètement inertes qui ne sont clairement pas des machines en eux-mêmes. Oui, d'accord, me direz-vous, mais quand on divise ces parties au niveau moléculaire, par exemple, on ne voit pas très bien en quoi les molécules de la bicyclette seraient moins des machines que les molécules constitutives d'un champignon. Pourquoi une molécule de polyéthylène, principal constituant des plastiques, serait-elle différente d'une molécule nucléotide d'uridine, composant de l'ARN? Pourquoi celle-ci serait-elle une machine et pas l'autre? Pour comprendre l'argument de Leibniz, il faut d'abord que nous regardions en quoi la relation partie-tout dans une machine artificielle n'est pas la même que la relation partie-tout dans un organisme vivant. Prenons l'exemple du mécanisme d'une montre, qui est par définition une machine artificielle. Décomposons cette montre en différentes parties. Nous avons par exemple deux rouages. Le mouvement du rouage A entraîne le mouvement du rouage B qui contribue au mouvement de la montre. Cependant, vous êtes bien d'accord que si on séparait ces deux rouages du reste du mécanisme de la montre, ils ne pourraient pas s'activer d'eux-mêmes. Bon, oui, ils s'activent ici tout seuls, mais c'est parce qu'ils font partie d'une machine plus grande qui est l'ordinateur. Mais si on prenait vraiment ces deux rouages-là et qu'on les isolait dans la réalité, le rouage B ne pourrait tourner sans la force transmise par le rouage A, et le rouage A ne pourrait transmettre cette force sans que cette force lui soit transmise par un autre composant du mécanisme, etc. Donc, cette partie du mécanisme de la montre cesse d'être une machine quand on l'isole de la montre. Autrement dit, une montre n'est qu'une machine que par l'assemblage de ses composants, mais ces composants en eux-mêmes ne sont pas des machines. Voyons maintenant ce qui se produit quand on divise les parties d'un organisme vivant. Eh bien, comme vous le voyez, chaque partie continue d'avoir un mouvement propre. Oui, mais j'entends tout de suite votre objection. Mais moi je suis bien un organisme vivant, et si je me coupe le bras, mon bras ne pourra plus s'animer par lui-même, tout comme les rouages de notre montre ne pouvaient fonctionner sans le reste du mécanisme de la montre. Et c'est vrai que c'est une bonne objection. Mais il y a quand même une différence entre les machines de la nature, les organismes vivants, et les machines artificielles. Et il sera plus facile de voir cette différence si l'on procède non pas en divisant, mais en additionnant. Pour cela, rien de plus simple que d'observer la manière dont les organismes vivants sont générés. La génération correspond bien à un processus par lequel des parties de matière s'arrangent pour former un organisme. Ici, des cellules qui vont se diviser et qui vont progressivement s'accumuler. Pourtant, vous êtes bien d'accord que ce processus par lequel l'être vivant se développe et grandit n'a rien à voir avec le processus par lequel on monte un jouet mécano ou qu'on construit une automobile. Une machine artificielle ne peut se constituer sans qu'une force extérieure arrange ses parties, que cette force vienne d'un être humain ou d'une autre machine fabriquée par l'être humain. Chez les organismes vivants, au contraire, les parties semblent contenir en elles-mêmes le programme par lequel elles vont structurer un plus grand tout. Chaque partie infime d'un organisme vivant, les cellules, les chromosomes, les protéines, semble reliée fonctionnellement au tout, c'est-à-dire à l'organisme en entier. Mais chaque partie infime d'une machine n'est pas dans cette relation fonctionnelle au tout. C'est pour cela que Leibniz dit dans notre texte que la dent d'une roue de laiton a des parties ou fragments qui ne nous sont plus quelque chose d'artificiel et n'ont plus rien qui marque de la machine par rapport à l'usage où la roue est toi destinée. Une autre manière de dire cela est de dire que les machines de la nature, que sont les organismes vivants, ne sont pas de simples agrégats de matériaux inertes, tandis que c'est le cas des machines artificielles. C'est d'ailleurs ce que Leibniz affirme dans un autre texte. Les machines tirent leurs effets et leurs fins de leur propre structure, alors que les effets et les fins des agrégats ont leur origine dans une série de choses concurrentes et de machines diverses. De ce point de vue, on peut penser que c'est cette relation fonctionnelle des parties au tout qui fait qu'un organisme est davantage qu'un simple agrégat, qu'il est ce que Leibniz appelle une substance, c'est-à-dire quelque chose qui a une unité réelle et pas seulement nominale.
Par exemple, un tas de pierres, bien qu'il forme une unité quand on le voit de loin par exemple, ou quand on l'appelle tas, n'est en fait qu'un agrégat de pierres qui n'ont aucune fonction particulière les unes à l'égard des autres. Donc on peut dire, selon Leibniz, que ce qui va différencier les machines de la nature des machines artificielles, créées par l'homme, c'est que les machines de la nature ont une unité liée au fait que les éléments qui les composent sont dans une relation fonctionnelle avec le tout. Et c'est en ce sens que chaque partie d'un organisme vivant est elle-même une sorte de machine. Il suffit de regarder le rôle par exemple des enzymes ou l'interaction entre l'ARN et l'ADN à l'intérieur d'un organisme vivant pour s'en convaincre. Il suffit aussi de regarder le développement d'un fœtus pour se rendre compte que les organismes vivants se développent de telle sorte qu'on a l'impression que les parties qui les composent ont déjà en elles-mêmes un programme qui permet la réalisation du tout. Résumons un peu tout cela. Nous avons vu que selon Descartes, les organismes vivants sont équivalents à des machines, car tout ce qui a une étendue est mécanisable, quantifiable. Par conséquent, il n'y a pas de différence fondamentale, selon Descartes, entre un organisme vivant et un produit de l'artifice humain. L'objection que fait Leibniz à cette thèse est que les organismes vivants sont certes des machines, mais différentes des machines artificielles créées par les êtres humains. Un organisme vivant est différent d'un simple mécanisme, car ses plus infimes parties sont dans une relation fonctionnelle particulière avec le tout. Dans l'organisme, les effets ou les fins sont inhérents aux parties qui le composent, ce qui permet aux organismes vivants de se répliquer, de se régénérer, contrairement aux machines artificielles. Cette relation fonctionnelle des parties au tout propre aux organismes semble constituer en partie leur unité substantielle, unité qui les distingue des simples agrégats de matière. Voilà, j'espère que cet argument vous a intéressé. Pour l'expliquer, je me suis principalement basé sur deux articles très précieux, l'un de Michel Fichant et l'autre de Ohad Nashtomi.